deuxième thème qui est l'auto-immunité et grossesse avec Dr Harrar. Et pour les questions et la discussion, ben, on les garde à la fin, Inch'Allah. Bonjour tout le monde. Donc, merci à l'association Amel de m'avoir invité et félicitations pour la qualité de l'organisation. Donc j'étais étonnée de savoir que c'est votre premier congrès. Je vous le dis, vous n'avez rien à envier aux sociétés savantes qui organisent leurs congrès depuis des années. Alors aujourd'hui, on va parler de l'auto-immunité et chez la femme enceinte. Alors. Alors, section 12, Bedi. Entrée. Bedi. C'est bon. Alors. Ok, une slide. Très, très bien. Parfait. Alors, les maladies auto-immunes sont un ensemble vaste de maladies qui sont caractérisées par la présence des auto-anticorps. Alors, rassurez-vous, on ne va pas parler de toutes les maladies auto-immunes, on va se concentrer plutôt sur le lupus et le syndrome des anticorps antiphospholipides, les deux maladies, les deux pathologies qui exposent la femme enceinte aux complications le plus. Alors, la grossesse est-elle possible chez les patientes suivies pour maladies auto-immunes? Oui, un grand oui même. Mais c'est des grossesses qui sont à haut risque du fait des complications obstétricales et du risque éventuel d'aggravation de la maladie auto-immune. Alors, on va commencer par le lupus. Alors, la maladie lupique, l'influence des hormones au cours du lupus est clairement établie. Elle est attestée par une prédominance féminine, plus de 80% des cas chez les femmes en période d'activité génitale. C'est une augmentation de la morbimortalité qui est multipliée par 20. Et sachez que 80% des grossesses programmées réussissent et aboutissent dans de bonnes conditions quand elles sont planifiées. Les classifications, alors les critères de classification du lupus, les critères SLIC. Alors actuellement, on a les nouveaux critères, LRACR 2019. Alors la nouveauté dans ces critères, c'est qu'ils ne peuvent pas être appliqués avant le dosage des anticorps antinucléaires, donc un taux exigé de 1 sur 80. Alors sachez que toute positivité des anticorps antinucléaires ne signifie pas automatiquement lupus. Ils peuvent être positifs dans plusieurs maladies auto-immunes. On fait un dépistage et lorsqu'on a des anticorps antinucléaires qui sont positifs, c'est en fonction de la fluorescence qu'on continue vers les anticorps anti-antigènes nucléaires solubles ou bien les anticorps anti-DNA. Et en fonction des critères cliniques et immunologiques, on va pouvoir retenir le diagnostic de lupus. Alors, la fertilité. La fertilité des malades lupiques est comparable à celle de la population générale. On a néanmoins quelques exceptions, surtout lors de la prise de cyclophosphamide. Alors, on a une insuffisance ovarienne qui est assez importante. Fort heureusement, le cyclophosphamide n'est pas utilisé autant qu'auparavant, donc il est de plus en plus remplacé par le mycophénol atmophétyle. C'est un traitement qui est réservé aux atteintes graves du lupus. On a également une ovarite auto-immune qui est fort heureusement très très rare et une aménorrhée qui accompagne les poussées sévères et l'insuffisance rénale sévère. Alors, la morbidité maternelle, elle dépend de l'activité de la maladie lupique. Alors, 60% des cas chez les patientes, 60% de poussées chez les patientes qui n'ont pas planifié leur grossesse versus 27% uniquement, et c'est des poussées qui sont modestes et rapidement gérables par les thérapeutiques. Alors, la morbidité est à type de prééclampsie, de HELLP syndrome. On a parfois des atteintes rénales et parfois c'est difficile de faire la part des choses entre une poussée lupique et une complication de la grossesse. Il y a des éléments distinctifs comme l'augmentation des anticorps anti-DNA et la consommation du complément. Alors, un mot sur les thérapeutiques. L'hydroxychloroquine, le fameux plaquenil, est à maintenir pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Essayez de convaincre votre patiente de continuer le plaquenil pendant la grossesse. Alors, les corticoïdes exposent un risque élevé, un risque infectieux. La prénisone et la prénisolone ne traversent pas la barrière placentaire, à l'opposé de la bétaméthasone et de la dexaméthasone. Les immunosuppresseurs sont contre-indiqués, sauf l'azatioprine qui est utilisée en deuxième intention.
La morbidité fœtale, on arrive quand même à avoir une survie fœtale qui est supérieure à 80% des cas, au prix de fausses couches, quand même de prééclampsie, de prématurité, de retard de croissance et mort fœtale in utero. On a des éléments qui sont prédictifs de complications et qu'il faut vraiment observer, comme les comorbidités, la néphrite lupique, une thrombopénie, une HTA mal traitée ou mal contrôlée, la présence d'anticorps anticoagulants de type lupique. Il faut également indiquer un Doppler des artères ombilicales et des artères utérines à partir du 2e trimestre. Et la présence de notches ou de modifications est un élément prédictif de poids de complications fœto-maternelles. Alors, un mot sur les médicaments. L'insuffisance surrénalienne néonatale est un risque plutôt théorique. On vient de le voir, la prénisolone ne traverse pas la barrière placentaire. Le risque infectieux, cependant, est bel et bien là. Mais lorsque la grossesse, encore une fois, est planifiée et programmée, ce risque est similaire à celui de la population générale. Alors, il y a le lupus néonatal. Alors, le lupus néonatal, il est dû au passage des anticorps anti-SSA, anti-SSB, anti-RNP. Donc, c'est ces 3 anticorps qui sont de faible poids moléculaire, qui traversent la barrière placentaire et qui sont responsables de lupus néonatal qui peut se manifester diversement. Donc, on peut avoir un lupus néonatal qui est dit bénin, à type de photosensibilité, d'érythème malaire, érythème noueux, des lésions cutanées, et ça disparaît au bout de 6 mois. Une complication redoutable qui est le BAV congénital, le bloc auriculoventriculaire congénital, qui est fort heureusement très très rare, malheureusement définitif, avec une fréquence de 1 à 2%. Et lorsqu'il est survenu une fois, la fréquence augmente à 17%. Alors, en pratique, on autorise une grossesse chez une patiente lupique quand la maladie est quiescente depuis plus d'1 année. Alors, quiescente, ça veut dire un SLEDAI, un score d'activité qui est moins de 4. Donc, c'est un score que vous pouvez télécharger facilement sur Internet et avec plusieurs items cliniques et paracliniques. Et vous faites le compte, moins de 4, on peut autoriser une grossesse chez une patiente lupique. Au-delà, on préfère différer. Alors, déconseiller, c'est le contraire de ce qu'on vient de voir, c'est lors d'atteintes graves, atteintes viscérales graves ou d'antécédents de HELLP syndrome ou de prééclampsie sévère. Alors, la surveillance d'une grossesse chez une patiente lupique se fait essentiellement de manière clinique, de manière rapprochée, mensuelle au début et bimensuelle après 20 semaines d'aménorrhée. La surveillance du rythme cardiaque fœtal à partir de 28 semaines d'aménorrhée et la décision d'accouchement se fait de manière collégiale en fonction de l'état materno-fœtal. La surveillance échographique est également très très importante, Doppler fœtal et utérin de façon mensuelle et la recherche d'anticorps anti-SSA. En cas de leur présence, il faut mesurer l'espace PR pour rechercher le BAV fœtal. Une surveillance biologique est également de mise. En postpartum, on continue les corticoïdes, on continue le plaquenil, ça ne contre-indique pas l'allaitement. Il ne faut pas arrêter, surtout pas arrêter les corticoïdes au risque d'insuffisance cortico-surrénalienne chez la maman. Continuer les parinothérapies préventives jusqu'à 6 semaines après l'accouchement. L'allaitement est possible, on l'a vu, et la contraception est souhaitable par microprogestatif. Alors, on va passer au syndrome des anticorps antiphospholipides, le SAPL, qui peut être primitif ou secondaire, notamment à lupus ou autres maladies auto-immunes, qui est responsable de maladies abortives. Alors, pourquoi le SAPL? Parce que justement, les complications obstétricales font partie de la définition même du syndrome des anticorps antiphospholipides. Alors, quand il n'est pas traité, seulement 10% de grossesses aboutissent, versus 60 à 100% des grossesses qui aboutissent lorsqu'il est bien pris en charge. Les critères, juste un rappel des critères du syndrome des anticorps antiphospholipides, c'est un critère clinique et un critère biologique pour retenir le diagnostic. Alors les critères cliniques, c'est la maladie thromboembolique et les complications obstétricales. Et sur le plan biologique, c'est le dosage des anticorps antiphospholipides, notamment l'anticorps anticardiolipide, l'anticoagulant de type lupique et l'anti-bêta-2 glycoprotéine, avec 2 déterminations qui sont exigées à 12 semaines d'intervalle.
Alors, les complications, ça rejoint un petit peu le lupus, avec d'autres facteurs de mauvais pronostic. Alors, la grossesse chez une femme suivie pour un syndrome des anticantiphospholipides est d'autant plus grave lorsqu'il est associé à une autre maladie auto-immune, notamment à lupus. Lorsqu'on a déjà eu un antécédent de maladie thromboembolique ou de complications obstétricales, la triple positivité des auto-anticorps est également un élément prédictif de mauvais pronostic. Alors, la prise en charge passe pour toutes les maladies auto-immunes par la programmation de la grossesse. Il faut rechercher les contre-indications, notamment une HTA sévère, une comorbidité, une insuffisance rénale, une HTAP qui contre-indique carrément la grossesse et par la surveillance du Doppler des artères utérines. La thérapeutique, alors c'est simple, c'est en cas de présence d'anticorps antiphospholipides sans critères cliniques, c'est-à-dire sans syndrome des anticorps antiphospholipides, c'est l'aspirine seule, à dose antiagrégante plaquettaire bien évidemment. Lorsqu'on a déjà eu une maladie thromboembolique dans les antécédents, on associe l'héparine aux thérapies à dose anticoagulante. Et lorsque c'est des antécédents obstétricaux seulement, c'est l'héparine à dose isocoagulante seulement. Alors, sachez que l'utilisation des AVK est possible au deuxième trimestre. Alors, on va toucher un mot à la polyarthrite rhumatoïde, la maladie rhumatoïde. Alors, dans le pic de fréquence se situe entre 35 et 44%, avec une incidence de 36 par 100 000 habitants par année. Donc, paradoxalement, on voit une amélioration spontanée de la polyarthrite rhumatoïde durant la grossesse, mais il y a une aggravation en postpartum qui peut arriver jusqu'à 80% des cas. Les facteurs de risque de mauvais pronostic sont là encore, et ça revient chaque fois, l'activité de la maladie, les comorbidités préexistantes et l'utilisation de corticoïdes, justement parce que l'utilisation de corticoïdes, c'est dans les maladies rhumatoïdes actives. Alors, les complications, on a surtout la prématurité et le retard de croissance intra-utérin. L'HTA gravidique et la pré-éclampsie, le lien n'a pas été bien établi par les études. Et un mot sur les médicaments. Alors, plusieurs médicaments sont autorisés pendant la grossesse, les corticoïdes, l'hydroxychloroquine, salazopyrine, les anti-TNF également. Ils ont eu leur AMM dernièrement dans la grossesse. Alors, le méthotrexate, qui est la pierre angulaire du traitement de la polyarthrite rhumatoïde, est interdit pendant la grossesse. Il faut l'arrêter bien avant la grossesse, la conception. Voilà. Alors, un mot par rapport au syndrome de Gauche-Rouge-Ogren, qui est caractérisé par la triade syndrome sec, arthralgie inflammatoire, asthénie. Alors, il se situe plus en périménopause. Du coup, on ne voit pas beaucoup de grossesse chez les patientes suivies pour syndrome de Sjögren. Très peu de grossesse, on va dire. Alors là, il est caractérisé par la présence des anticorps anti-SSA, anticorps anti-SSB qui font partie des critères. Et ça rejoint ce qu'on a déjà vu dans le lupus, donc c'est le risque de BAV et du lupus néonatal. La sclérodermie, là encore, c'est des patients qui sont un peu plus âgés, donc on voit très très peu de grossesse chez ces patientes. Leur fertilité est normale et il n'y a pas d'altération de l'évolutivité de la sclérodermie en cas de grossesse. Alors, deux complications très très importantes, la crise rénale sclérodermique, et là on discute carrément l'extraction fœtale en fonction de l'âge de la grossesse, et l'hypertension artérielle pulmonaire qui peut être révélée au moment de la grossesse. Alors là, c'est une morbimortalité qui est assez importante. Bon, les vascularites et les myopathies inflammatoires, il y a très très peu d'études avec des séries qui sont très très petites. Donc, il n'y a pas eu généralement beaucoup d'aggravation des poussées. Sinon, c'est des poussées qui sont modérées et facilement gérables. Alors, situation pratique. Alors, des slides pratiques avant de conclure. 3 cas de figure. Une maladie auto-immune connue et une grossesse planifiée. Une maladie auto-immune connue, la grossesse imprévue. Ou bien une grossesse qui révèle la maladie auto-immune. Alors, en cas de maladie auto-immune connue avec une grossesse qui est planifiée, et c'est la situation la plus optimale, il faut insister sur la consultation préconceptionnelle. Pourquoi ? Pour identifier justement les contre-indications, évaluer le passé de la patiente et faire le ménage dans l'ordonnance surtout. Il y a des médicaments à arrêter bien avant la conception, on va les voir ensemble, et optimiser les thérapeutiques.
Alors, en la gestion des plaquenils, la gestion des médicaments, j'insiste sur le maintien du plaquenil, s'il vous plaît. Alors, il faut maintenir le plaquenil en cas de maladie auto-immune et grossesse. Il faut, par rapport aux corticoïdes, il faut optimiser la dose des corticoïdes. Il faut avoir une dose minimale efficace pour essayer de diminuer le risque infectieux. Les immunosuppressants, en général, il faut les arrêter. Donc, le méthotrexate, le MMF, le mycophénolate mofetil et le cyclophosphamide doivent être arrêtés 3 mois avant la grossesse. En cas de grossesse planifiée, bien avant 3 mois, parce que c'est des médicaments qui sont utilisés dans les poussées. Donc, on l'a déjà vu, il faut observer 1 année de quiescence avant d'autoriser la grossesse. L'Immurel est possible d'utilisation en 2e intention. Les anti-TNF sont possibles à utiliser. Il faut arrêter les IEC en cas d'HTA, les statines et les biphosphonates également pendant le traitement adjuvant corticoïde. Là, c'est une liste qui est non exhaustive des médicaments autorisés après avis spécialisé et interdits, juste à titre indicatif. Alors, le bilan d'évolutivité, après tout ce qu'on a vu, il faut faire un bilan d'évolutivité qui soit clinique tout d'abord, bien examiner notre patiente à la recherche d'éléments d'évolutivité de leur maladie, et un bilan biologique qui soit mensuel. Un bilan général, rénal avec protéinurie, bilan hépatique, un bilan inflammatoire, et surtout le bilan immunologique qui doit contenir les C3, C4, les taux de fraction du complément. On l'a déjà vu, c'est un signe prédictif de poussée. Les anti-DNA également. La recherche d'anticorps antiphospholipides dans toutes les maladies auto-immunes, parce que c'est une maladie qui peut accompagner toutes les pathologies auto-immunes, et la recherche d'anti-SSA, anti-SSB également. Faire une échographie et continuer à le faire de façon mensuelle. Voilà. Alors, lorsque la maladie est connue, mais la grossesse n'était pas prévue, alors avec tout ce qu'on a déjà vu, le pronostic reste moins bon. Il faut quand même réévaluer cliniquement et de façon paraclinique, discuter éventuellement une interruption thérapeutique de grossesse si l'âge de la grossesse le permet. Grossesse révélatrice de maladies auto-immunes. Alors sachez que 15% des lupus sont découverts lors d'une grossesse et le médecin doit savoir évoquer une maladie auto-immune devant certaines plaintes assez spécifiques chez une patiente enceinte. Alors une patiente enceinte qui se plaint d'arthralgie, on ne peut pas mettre ça uniquement sur le compte de la grossesse, surtout lorsque ce sont des arthralgies inflammatoires avec des lésions cutanées, un érythème malaire, de la photosensibilité, un syndrome œdémateux précoce, une HTA précoce. Il faut savoir évoquer une maladie auto-immune et faire au moins un dépistage des auto-anticorps. Donc dépister les anticorps antinucléaires, il n'y a pas de bilan immunologique standard. C'est le dépistage des anticorps antinucléaires. Ils sont négatifs, c'est bon, on s'arrête là. Ils sont positifs, on regarde la fluorescence. Une fluorescence homogène nous guide vers la recherche des anticorps anti-DNA. Une fluorescence nucléolaire ou mouchetée vers le dosage des anticorps anti-antigènes nucléaires solubles. Cherchez spécifiquement les anti-SSA, les anti-SSB, même si on a un dosage des anticorps antinucléaires négatif, parce que c'est des anticorps qui sont de faible poids moléculaire, parfois ils passent inaperçus au dépistage, donc il vaut mieux les tester d'emblée avec les anticorps antinucléaires, et bien évidemment le dosage du complément avec ces 3 fractions, C3, C4 et le complément total CH50. Alors, en conclusion, la consultation préconceptionnelle est fondamentale. Elle est au centre de la prise en charge de la grossesse chez les patientes suivies pour maladies auto-immunes. C'est des grossesses qui sont possibles, oui, et dans un grand pourcentage des cas, mais ça reste des situations à risque et maternelle et fœtale. La morbimortalité fœto-maternelle est liée en premier à l'activité de la maladie auto-immune, tout l'intérêt de programmer et planifier encore une fois la grossesse, et la prise en charge thérapeutique doit être multidisciplinaire, et je vous remercie. Merci Dr Harrar pour votre magnifique présentation, surtout que la médecine interne pour nous c'est un tout petit peu, c'est de la science-fiction qui est très difficile à comprendre. Vous avez essayé de simplifier les choses, donner des conduites qui sont pratiques. On passe directement à